Voilà pour ce film que vous venez de voir, ce documentaire tout à fait passionnant. Nous avons avec nous le réalisateur Stéphane Granzotto. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de présenter les autres invités, on va revenir bien entendu sur cette rumeur d'Orléans. Je disais tout à l'heure, avant de le voir, que vous l'aviez remis, cette rumeur, dans un contexte actuel. Et on va comprendre pourquoi et la chance que vous avez pu avoir aussi sur ce documentaire. On va parler donc de rumeurs, on va parler aussi de fake news, théorie du complot, d'emballement médiatique, et Dieu sait s'il y en a. L'actualité nous l'a prouvé il y a quelques jours encore. Nous recevons aussi Philippe Magnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de France Bleu, ici à Orléans. C'est ça? Oui, voilà. Fait, oui. Yasha Ashler, vous êtes rédactrice web de France 3 Centre Val-de-Loire. Vous allez pouvoir, vous qui avez tout le temps le nez sur Internet et sur la toile, vous allez pouvoir nous parler justement de ces fake news et tout ce qu'il y a entre rumeurs, entre fausses informations, désinformations. Et je voudrais vous remercier tout particulièrement parce qu'elle est malade, mais elle est venue avec les médicaments qu'il fallait, et pour l'instant ça tient. Tout va très bien se passer, Denis. Ça va très très bien se passer. Laurent Bigot, bonsoir. Vous êtes directeur des études de l'école publique de journalisme de Tours, qui est devenue une véritable institution depuis quelques années. Hein. Oui, on peut le dire. En tout cas, elle fait partie des 14 écoles reconnues en France par la profession, en effet. Alors, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui vient de sortir, hein, c'était le 18 octobre. Exactement. Voilà, oui. qui s'appelle Fact News contre Fake News. Fact-checking contre fake news. Ouais. Voilà, vérifier pour mieux informer, pardon, du coup j'en bafouille, et qui est sorti le 18 octobre, en effet. Voilà, et c'est aux éditions... aux éditions INA Édition. INA Édition. Et puis Nathan Cocampo, bonjour, vous êtes étudiant en Master 2 dans l'école, justement. Tout à fait. Et vous êtes passionné particulièrement sur ce sujet des fake news. Oui. On en fait aussi à l'école du fact-checking, donc sur la vérification d'informations. Donc oui, on se sent assez sensibilisé sur ces questions-là. Bien, alors, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, parce que nous, quelquefois, on n'y comprend rien du tout. On prend pour argent comptant, on va dire, ce qui est donné sur la toile et ailleurs, hein, parce qu'on va parler aussi de la presse écrite, on va parler aussi de la radio et de la télévision. Pour l'instant, c'est la radio, ça va vous faire plaisir, Philippe, qui est encore dans l'esprit du public. 1 sur 2 pensent qu'ils disent la vérité. Voilà, en particulier les radios de proximité qui bénéficient d'une cote de confiance. Voilà, absolument. Ensuite, alors, c'est la presse écrite. Là, on est quand même à 4 sur 10. Et puis alors, nous, télévision, on tombe très très bas, à 3 sur 10, ce qui n'est quand même pas terrible. On va revenir tout de suite avec vous, Stéphane Granzotto, sur votre film. Reprendre la rumeur d'Orléans. Alors, finalement, quand on vous donne le projet, vous vous dites, la rumeur d'Orléans, parce que c'était il y a 50 ans. Oui, c'est tout à fait ça. Vous n'étiez pas né. Non, je n'étais pas né. Quand on me propose de faire un documentaire sur ce sujet, la première chose qui me vient à l'idée, c'est de chercher ce qu'est la rumeur d'Orléans. Et en tant que réalisateur, je me dis, j'accepte le projet parce que la rumeur, pour un réalisateur, c'est une matière fantastique, fascinante. Et les premières questions que je me pose, mais c'était il y a longtemps, 50 ans, mais comment faire un film sur une rumeur, puisque la rumeur, c'est du vent. Ça n'a pas été ni photographié, ni filmé, ni écrit. Donc je me pose ces questions de la disponibilité des archives, parce qu'il va falloir que je montre quelque chose. Et puis, dans un deuxième temps, je me dis, y a-t-il encore des témoins de cette affaire? Et l'affaire étant... grave, dramatique. Pour les personnes touchées, vont-ils accepter de témoigner à nouveau devant une caméra? Donc, et alors là, vous avez un coup de bol et une force de persuasion fantastique, parce qu'on le voit dans le film, là. Il y a un témoin. Oui. Et je l'en remercie, c'est Monsieur Licht. C'est donc dans les commerçants qui ont été visés et impactés, il est aux premières lignes. Vraiment, il est concerné, il est blessé, il est meurtri. Et toute sa vie, il a porté ça. C'est très difficile. Et il en a beaucoup parlé, peut-être trop.
Ça a participé aussi tout le bruit qu'il y a eu autour de cette rumeur. Et il refuse dans un premier temps, et quand j'arrive à Orléans pour tourner, je n'ai pas son accord, je vais le rencontrer et je le persuade de livrer son témoignage qui, pour moi... Enfin, vous tapez l'incruste un peu devant chez lui. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai fait le pied de grue 2-3 jours. Il faut dire que je ne connais de ce monsieur que une image d'archive, celle qui est dans le film, c'est-à-dire les images faites par le RTF à l'époque, qui sont archivées à l'INA. Et cette image a 50 ans. Et le premier jour de tournage, j'aperçois une silhouette dans la rue à Orléans. Je le vois que c'est lui. Je suis ému de voir ce monsieur et je vais aller lui demander. Il accepte. Et je l'en remercie encore. Il accepte, il dit pas d'image, juste le son. Je veux juste le son, mais je lui dis non, là je fais de la télé, le son, ça va être difficile. Voilà. On va regarder tous une image. Ben voilà, cette image, elle reflète bien cette époque. Parce que ce sentiment qu'il y avait eu de ces jeunes filles qui allaient dans les boutiques, ça concernait plutôt une bourgeoisie, un peu catholique aussi, il faut quand même bien le dire, qui était concernée par ça. Et donc, elle résume bien cette image, qu'on se transmettait l'information. Et alors, ça n'a pas été qu'à Orléans, d'autres villes, dans toute la France, la rumeur se portait en disant que quand on allait dans une boutique tenue par un commerçant juif, il y avait une trappe au fond, et après on partait loin. Alors le côté... Alors, évidemment, cette rumeur a une dimension antisémite... évidente. Oui, on est peu de temps après la guerre, elle existe encore. Voilà, on est 25 ans après la guerre, donc les gens qui sont concernés, là, les commerçants juifs, ont vécu eux-mêmes une histoire dramatique quelques années auparavant, et à nouveau, cet antisémitisme horrible surgit. Ça, c'est ce qui est très intéressant. Après, partout, cette rumeur préexiste, partout en France. Mais elle n'y mêle pas, à ma connaissance, Edgar Morin, qui va venir à Orléans travailler là-dessus. Il a fait un énorme ouvrage là-dessus. Évidemment, ça fait référence. C'est la référence. C'est la référence. L'ingrédient du commerçant juif n'existe pas par ailleurs. Là, pourquoi ça apparaît à Orléans? Et qu'est-ce qui est très très intéressant dans le fait que ça émerge, que cette rumeur qui préexiste partout en France, elle prend corps, elle prend vie vraiment à Orléans. Ça dure un mois, c'est mois de mai, juin 1969. Pourquoi ici et pas ailleurs? Et c'est là-dessus qu'est venu travailler Edgar Morin, et c'est ce qui, moi aussi, m'intéressait énormément en tant que réalisateur. Deuxième coup de bol, parce qu'il en faut quand on fait des films, qu'on écrit des livres ou qu'on enquête. Vous retrouvez un de ceux qui travaillent. Voilà, Bernard Paillard. Donc un directeur, un chef de service CNRS, donc un chercheur qui fait partie de l'équipe d'Edgar Morin. Ils viennent sur le terrain. Et ça aussi, c'est une première mondiale. Ce qu'il faut, et ça a été déterminant dans le fait que j'ai vraiment envie de raconter cette histoire, c'est que à Orléans, à cette époque-là, se passe une rumeur monstrueuse. C'est du bouche à oreille. Elle n'a pas de corps, elle est impalpable. Il y a une couverture de la presse à l'époque qui existe, qui est parfaite. Tout de suite, la presse quotidienne régionale prend position et dit, mais enfin... Elle met en doute. Elle met en doute. Mais il n'y a rien, il ne se passe rien. Mais ça n'entrave pas. Donc les médias font leur boulot et ça continue. Et ça s'amplifie. Et ça, c'est fantastique. C'est impalpable, ça existe. C'est terrible ce que vous dites, parce que les médias font leur boulot et ça s'amplifie et ça devient... Voilà. Alors, c'est vraiment notre sujet d'actualité et d'aujourd'hui. On va reparler, bien entendu, de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Il est évident qu'à ce moment-là où les médias s'y mettent, ça prend une proportion incroyable. Par contre, je voudrais vous poser une question à tous les cinq sur le terme de rumeur. Parce que, est-ce qu'il y a de fausses rumeurs et des vraies rumeurs? Pour vous qui observez la toile, le net et l'information en général. Il y a des informations et des rumeurs. D'accord. Et c'est là que se fait le distinguo. La rumeur, a priori, c'est une fausse information qui se véhicule, soit comme ça, par bouche à oreille, comme on l'a vu, soit sur le net, soit par les réseaux sociaux, etc. J'apporterais quand même une petite nuance, parce qu'il y a quand même des on-dit qui nous sont amenés à nous, journalistes, et sur lesquels on se base pour vérifier certaines choses, et qui peuvent être basés sur des choses réelles. Qui deviennent informations. Mais après, la rumeur, c'est quand même un si elle se vérifie, devienne information. Est-ce que vous pensez, si se vérifie jamais, aux lanceurs d'alerte? Là, je voudrais parler des bébés sans bras. S'il n'y a pas de lanceur d'alerte, s'il n'y a pas de personne sur place qui lance
cette rumeur qu'il y a des enfants qui naissent sans bras, il n'y a pas de fait. Hein. C'est ça, le journaliste, on n'est pas partout non plus. Il faut apprendre à entendre ce qu'on vient nous dire, surtout que c'est plus facile maintenant. On peut nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Régulièrement, on a justement des remontées de gens qui nous signalent telle chose. C'est pas toujours équivalent en termes d'information, justement, mais on essaye de se pencher sur certaines choses qu'on nous dit. C'est important aussi. Mais dans les rumeurs, on a quand même rarement l'identification possible de la source. On est sur quelque chose de complètement informel. Ce qui fait, à mon sens, le plus écho à la rumeur d'Orléans, c'est ce qu'on a vécu avec les Roms et la caravane blanche il y a quelques mois, et qui est vraiment tout à fait dans la même logique de construction que la rumeur d'Orléans. Oui, c'est ça. La camionnette blanche. On peut peut-être dire que la rumeur, c'est une question plus locale, peut-être dans une ville, dans une région. Quand ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, tout de suite, les gens vont aller chercher l'info, vont aller voir quelle est la source. Et là, peut-être que la rumeur se transforme un petit peu. Donc je pense que la rumeur est quand même plus ciblée sur une question de localité aussi. Localité, il y a eu de mémoire des rumeurs importantes qui ont pu courir. Regardez cette rumeur en 1933, que l'on n'a pris que pour une rumeur. Il y a un certain nombre de mythes. Je dirais que ça passe justement de la rumeur au mythe quand ça prend plus d'ampleur, parce que justement, quand c'est local, ça reste du bouche à oreille, il n'y a pas forcément d'intention malveillante. En général, quand ça s'érige à un niveau plus haut, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont intervenues pour manipuler cette rumeur naissante et lui donner une autre tournure. Et je pense que quand on parle de 1933, on est dedans. Là. Après, il y a des rumeurs célèbres. Il y en a c'est le plus vieux média du monde, pratiquement. Mais, il y a des rumeurs célèbres. Enfin, la théorie du complot, le 11 septembre, tout ça. Enfin, la Terre est plate. Voilà, ça a toujours existé. Mais c'est vrai que, comme le disait M. Cocampo, c'est que la localisation, enfin, le fait qu'elle soit restreinte à un cercle très précis, géographique, effectivement, lui a permis à Orléans de vivre. Cette rumeur, elle se dégonfle, elle se crève à partir du moment où des Orléanaises et des Orléanais préviennent les médias nationaux, amènent la rumeur hors les murs. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ça se dégonfle. Et il y a une stratégie de lutte contre la rumeur qui se met en place, et on s'aperçoit rapidement que la rumeur va disparaître. Ceci dit, pendant un mois, elle monte en puissance. Et elle prend des tournures complètement folles, quoi. C'est irrationnel. Bien que les institutions la démentent, bien que la police démente, bien que les médias locaux démentent, etc. Et parfois, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais si la police ne fait rien, parce que certains disaient, mais regardez, que fait la police Que fait la police ? Elle ne fait rien. Si la police ne fait rien, c'est parce qu'il n'y a pas de disparition de jeunes filles. Les gens disaient, mais non, si la police ne fait rien, c'est qu'elle est achetée par les Juifs qui ont l'argent. Mais donc du coup, c'est un monstre qui va se nourrir des arguments des autres. Alors, cohérence. Vous actualisez cette rumeur avec plusieurs témoignages, c'est-à-dire que vous la rendez dans un contexte actuel. Mais alors là, je pose la question aussi à tous, est-ce que la rumeur d'Orléans serait devenue un phénomène médiatique, mais insensé, qui aurait peut-être même traversé les océans et ne serait plus localisé cette fois-ci ? Laurent Bigot. Ça semble compliqué quand même à imaginer, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, le fait de rappeler justement les faits, la capacité à rappeler les faits, à identifier si oui ou non des personnes ont réellement disparu, si oui ou non des plaintes ont pu être déposées, si on trouve un témoignage quelque part d'une famille qui expliquerait qu'elle a perdu quelqu'un, un proche, etc., dans ces conditions-là. Bon, là, une fois qu'on met tout ça bout à bout, on se rend bien compte qu'il n'y a rien du tout, que ça repose sur vraiment rien du tout. Parce qu'on pourrait imaginer que cette rumeur, elle est prospérée sur quelque chose d'un minimum sensé, une disparition inexpliquée, une fugue, etc. Mais il n'y a rien de tout ça, en fait, dans le dossier. Alors, au contraire, je voulais juste rajouter que Monsieur Licht, une des victimes, m'a dit, et le dit, heureusement qu'à cette époque-là, personne n'a disparu à Orléans. Aucune jeune femme n'a disparu. Parce que là, déjà, on a frôlé l'émeute à un certain jour de fin mai 1939. Là, ça devenait sanglant. Et là, il se faisait lyncher, c'est sûr. Mais dans la rumeur, elle va quand même puiser dans le réel certains ingrédients. On voit l'image là sortie chez Belin du livre de Pascal Froissart, la rumeur.
on comprend bien dans son livre que la rumeur est la base de tout et la base de ce qui nous arrive aujourd'hui, même sur fake news, désinformation et compagnie. Au départ, il y a quand même, derrière une rumeur, il y a une personne. Comment vous analysez-vous, là, pour la rumeur d'Orléans, on voit très bien qui, quoi, comment, mais comment vous analysez-vous, qui va aller chercher, quel est le processus dans la tête pour se dire je vais lancer quelque chose. Mais ça dépend de la nature de la fake news, en fait. D'accord. Il y a différents types de fake news, je dirais. Il y a celle qui est lancée par des groupes qui ont des intentions politiques ou militantes. Souvent, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. C'est très circulaire. Il y a les fake news qui sont lancées par des médias qui s'y consacrent uniquement dans une logique de chiffres. Il y a des conclusions tronquées sur des faits réels. Il y a la part de complotisme qui est encore légèrement différente. Donc voilà, tout dépend de l'intention qui anime la personne qui va diffuser cette fake news. Et ça va être des fake news légèrement différentes, animées par des intentions légèrement différentes. Si je prends par exemple les théories complotistes qui se propagent très vite, quelque chose qui est symptomatique de la théorie du complot, c'est qu'elle est très logique. Une théorie du complot est plus logique que la réalité, est très facile à adopter, et en général, elle est partagée par des gens qui partagent les mêmes besoins, qui sont le besoin de contrôle, le besoin de sens, et le besoin de se sentir spécial, de détenir une vérité que les autres n'ont pas. Et par exemple, ça, c'est quelque chose d'un peu qui va limite sur la pathologie, on va dire, limite, bien sûr pas complètement, mais c'est pas du tout la même intention que tel groupe politique qui va instrumentaliser telle information en vue de développer ces concepts, quoi. La rumeur ou la théorie du complot est une forme, entre guillemets, d'intelligence ? C'est pas une forme d'intelligence, je sais pas exactement si je peux employer ce terme, mais c'est un outil, c'est une arme. C'est une forme de compréhension du monde, en tout cas. C'est un filtre que certaines personnes ont. C'est une forme d'explication du monde. Voilà, le monde est brutal, il va vite. Simplification. C'est ça. Donc on se trouve un système où tout rentre, où tout est cohérent. C'est très rassurant, ça facilite, notre cerveau se sent plus confortable dedans. Donc en fait, c'est très naturel. Et de toute manière, en ce qui concerne les fake news en général, elles jouent souvent sur l'indignation, qui est un sentiment très immédiat, qu'on a tous, très accessible. Elle parle aux émotions et à la première d'entre elles, le plus souvent, la peur, quoi, en fait, la peur de l'autre, de ce qui est différent de nous. C'est basé en général sur la peur. La peur ou le fantasme. La peur ou le fantasme. La rumeur d'Orléans, il y a les deux. Il y a le fantasme sexuel, les jeunes filles qui se déshabillent, les cabines. Oui, parce que, attendez, on est en 69, les jupes ont raccourci, voilà. Non, mais c'est vrai. C'est un des ingrédients de la rumeur, c'est incontestable, c'est sûr. Et l'autre ingrédient, c'est l'antisémitisme. Donc c'est la peur de l'autre, la haine, le racisme. Là, on mélange les deux dans un cocktail explosif. Quand on a une radio, Philippe Magnier, comme la vôtre, alors qu'il y a une radio locale de proximité, j'imagine qu'à vous arrivent des coups de téléphone sur entre guillemets, des corbeaux. Non, assez peu. C'est fini ce temps-là. Maintenant, on communique sur le net. D'abord, les réseaux sociaux font très bien ce boulot-là, malheureusement. Et parce qu'effectivement, les radios... en général, quand même, plutôt les médias de proximité ont quand même une relation de confiance assez forte avec leurs lecteurs, avec leurs auditeurs. Ce qui fait que ce lien et cette proximité fait que les gens n'utilisent pas les médias de cette façon-là. Parce qu'il y a aussi une relation de personne à personne, aussi, tout simplement. On peut rencontrer des journalistes, et donc ça change beaucoup le rapport. La rumeur, elle se nourrit quand même beaucoup de l'invisible, du fait que, et c'est aussi l'un des problèmes des réseaux sociaux, c'est qu'on peut être masqué et finalement apporter des informations, nourrir des rumeurs en toute impunité. Et ça rend la chose difficile. Ça frappe bien, c'est-à-dire que l'image, parce qu'on voit ça, on regardera tout à l'heure un ensemble de fake news et on verra que quand même c'est énormément partagé. C'est que là, oui, parce que, comme on l'expliquait, il y a le goût du secret. Le goût du secret, c'est quelque chose qui est partagé par tous. Moi, je le partage parce que je sais, je détiens la vérité. Voilà. C'est une mécanique une étude qui, je pense, a été publiée dans la revue American Science qui suggère qu'une fake news atteint un groupe de 1500 personnes environ 6 fois plus vite qu'une vraie information. Parce que ça ne joue pas sur les mêmes ressorts. Les vérités sont compliquées. Et les clichés sont stables, comme dirait un rappeur que j'aime beaucoup. Quel boulot quand vous avez des étudiants pour les... Qu'on essaye de former sur ces questions-là et qu'on parvient, je pense, dans une certaine mesure, à former sur ces questions-là, surtout compte tenu de leur future responsabilité dans le domaine de l'information. Donc c'est vrai qu'on a toute une partie, nous, du
programme de l'école qui concerne le travail de fact-checking et de contre les fake news, de fact-checking politique et de fact-checking contre les rumeurs. On va revenir dans quelques instants sur le fait de comment travailler une fake news, comment la décrypter, comment la comprendre et comment la supprimer. Alors c'est très difficile parce qu'elle reste longtemps sur la toile, elle vit sa vie. En vous remerciant Stéphane Granzotto d'être venu, parce que c'est moi qui vous remercie. Je sais que vous êtes attendu par ailleurs. Juste me parler de la... Alors ça ne va pas plaire aux féministes ce que l'on va voir, mais je voudrais revenir sur cet exemple qu'il y a dans votre film où on sanctionne les pipelettes. Là. Alors c'est au Moyen-Âge. Alors oui, ça c'est une histoire assez fantastique que j'ai découvert en faisant les recherches. Là. C'est-à-dire que c'est une pierre qui est dans les réserves du musée d'histoire et d'archéologie d'Orléans, et ça s'appelle la pierre des Bavardes. D'accord. Et en fait, quand je fais les recherches sur ce documentaire, je trouve une série de cartes postales, donc c'est de la photo, ça date du début du XXe siècle, 1910. Des photos, ce sont des mises en scène. On a remis en scène des scènes moyenâgeuses où on montre une pauvre dame portant cette pierre énorme autour du cou, et elle est punie. Elle est punie et elle est châtiée parce qu'elle a médit, elle a colporté une rumeur. C'est ce qu'on appelait la pierre des Bavardes. Alors il se trouve que, on me dit... il n'y avait pas de bavard. Hein. Ouais, non, on punissait sévèrement, jusqu'au début, jusqu'à fin 19e. Fin 19e. Fin 19e. Et voilà, donc, très bien. Alors on va regarder cet extrait. Merci d'être venu nous rejoindre. Et puis justement, on va parler de ce que sont ces fake news. Et là, malheureusement, apparemment, ce n'était pas une fake news. Y a-t-il d'autres éléments culturels, historiques propres à Orléans, qui auraient par le passé confronté les Orléanais à des phénomènes de rumeurs? Un étrange objet, conservé dans les réserves du musée d'histoire et d'archéologie de la ville, nous projette en plein Moyen-Âge. Il s'agit de la pierre des Bavardes. Cette pierre, en fait, symbolise la punition qui était infligée aux femmes à partir du Moyen-Âge, en fait, quand elles étaient prises sur le fait, c'est-à-dire de la médisance, de la rumeur, etc. Les hommes, eux, avaient le droit à une amende et les femmes devaient porter cette pierre autour du cou, pieds nus, et devaient déambuler à travers les rues de la ville. Très souvent, elles avaient une pancarte dans le dos qui indiquait la faute qu'elles avaient commise. Et puis, la personne qui avait été injuriée suivait le cortège, parce qu'il s'agissait vraiment d'un cortège. Les gens prenaient plaisir à suivre cette punition. Et elle avait même le droit de donner des coups d'aiguillon qu'on utilise normalement pour les bestiaux, pour se venger, pour malmener la pauvresse qui était déjà bien punie. À la base, c'était un châtiment religieux. C'était une faute importante. Et puis, ça s'est transformé en châtiment civil, mais on a continué à tenir pour négatif le fait d'être entre guillemets une commère ou d'être quelqu'un. Voilà, ça a toujours été très mal vu. Voilà, ça a toujours été très mal vu. Je me demande votre réaction. Oui, c'est... Une amende pour les hommes. C'est ça, les hommes disent pas de sottises, comme on le sait tous ici. Donc, il y a quand même cette notion de sexisme qui transparaît, mais qui, je pense, comme on le disait, avec l'ère des réseaux sociaux, a été gommée par l'art du pseudonyme. Donc, c'est tant pis ou tant mieux, je ne saurais pas dire. Voilà, là, on va rentrer dans le sujet. C'est-à-dire que, justement, par rapport à ces fake news, ces théories du complot, ces désinformations, Internet et son propre danger. Enfin, je veux dire, Internet peut... Alors, le mot est peut-être un peu fort, vous allez réagir, enfante des monstres.
Oui, certainement un peu. C'est-à-dire que dans la mesure où on est passé à une époque qui permet à chacun de s'exprimer comme il l'entend, autant qu'il l'entend, et par quasiment tous les médias possibles, hein, puisqu'on peut poster des images, des sons, des textes dans tous les sens sur tous les réseaux et sur n'importe quel blog ou site. À partir de là, forcément, il n'y a plus de médiation en fait entre la parole qui est portée par chacun et le grand public, aussi large qu'il soit. Et là, je pose la question aux quatre. Yasha, vous allez pouvoir réagir, mais est-ce que nous, professionnels de la profession, est-ce qu'on n'est pas aussi finalement un peu responsable de nos informations, de ce que l'on donne en information, et qu'on a perdu du crédit, nous, médias et toute forme de médias, par rapport à une population qui ne se retrouve pas dans les médias et qui a besoin de créer sa propre information pour avoir le plaisir. Regardez, pendant le mouvement des Gilets jaunes, les journalistes de la rue. On perd du crédit parce qu'on change de rôle aussi d'une certaine manière. Oui. Internet, on dit souvent que c'est le meilleur et le pire de l'humanité. Moi, j'y crois beaucoup. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose que tout le monde puisse relayer une information. Relayer une information, c'est à la portée de tous. Les médias, maintenant, on n'est plus seulement le relais, puisqu'avant, on était le seul relais. Maintenant, on a un rôle qui est plus de décryptage, de remise en contexte, en plus de ce rôle de relais. Et c'est là qu'on intervient. Mais c'est intéressant de laisser les gens de relayer les informations. Certaines pages amateurs le font très bien, parce que l'information appartient à tout le monde. On est un peu descendu de notre piédestal, ça nous chatouille parfois, mais il y a des effets positifs comme négatifs. Je trouve ça bien que la parole publique et le relais d'information ne soient pas monopolisés par ce qui est considéré par certains comme une élite, même si tous les journalistes ne viennent pas de l'élite, loin de là. Mais voilà, on a changé de rôle, maintenant on est dans l'accompagnement, et forcément, il y a des choses qui se développent plus vite que nous, mais est-ce que c'est une mauvaise chose à tous les égards ? Je ne pense pas. On est en concurrence avec... les médias sont en concurrence avec l'opinion publique. Les médias participent à la fabrique de l'opinion, indéniablement, et j'allais dire heureusement, parce qu'ils sont là aussi pour éclairer. Et je pense que leur rôle aujourd'hui est vraiment déterminant dans ce champ-là, puisque le fact-checking, c'est quelque chose qui s'est imposé quasiment à tous les médias aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on discute avec le public, et à Radio France comme à France Télévisions, on a engagé vraiment une grande politique de discussion, d'échange avec nos publics, et on s'aperçoit que les gens ont besoin de pédagogie. Ils ont besoin d'analyse, ils ont besoin de temps de compréhension. Ils demandent souvent des formats plus longs que ceux d'hier, de manière justement à pouvoir s'éclairer, parce que la masse d'informations qui leur est livrée au quotidien est devenue quasiment ingérable. Alors on peut parler d'information low cost ou du fast-food de l'information. J'ai des noms. Oui, non, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'en réalité, juste pour revenir quand même sur les propos qui ont été dits, que ça soit bien compris, c'est-à-dire que c'est une bonne chose que tout le monde puisse s'exprimer sur le net, puisse donner son avis certainement sur un tas de choses. Simplement, il faut comprendre qu'à un moment donné, pour que le public qui souhaite être informé, correctement informé, bénéficier d'une information enrichie, d'enquêtes, de choses un peu plus approfondies, de connaissances plus recherchées, il est important qu'à un moment donné, il puisse le trouver, identifier les médias qui sont susceptibles de lui donner cette information. Mais il y a une grosse demande, il y a une vraie grosse demande. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, c'est bien sûr, et dans tous les contenus qui sont aujourd'hui véhiculés en ligne, les retrouver, c'est quand même pas si simple. S'y retrouver, c'est pas si simple. Trouver les médias qui font un vrai travail journalistique, c'est devenu compliqué. Voilà, parce qu'il y a cette masse d'informations. Vérifier l'information. Oui. Alors, et là je m'adresse aux deux plus jeunes là, d'entre nous, Nathan et vous, Yasha, est-ce que quand vous vous trouvez face à une information, comment intellectuellement et journalistiquement parlant, vous allez vous dire « j'ai un doute ». Qu'est-ce qui vous fait avoir un doute ? Je pense qu'on est assez surpris en voyant l'information. Si vraiment c'est une fake news, on peut se dire c'est bizarre qu'elle tombe maintenant, à ce moment-là, sur tel site. Donc voilà, comparer les sites, comparer les sources. Et oui, je pense qu'on est assez surpris de base de voir un chiffre peut-être
vraiment trop grand, trop petit, une info qui, on pense, ne devrait pas se trouver là à ce moment-là. Et donc oui, c'est à nous d'après de faire le travail, d'aller comparer les sources et de se dire, tiens, dans ce média-là, on n'en parle pas du tout, là on en parle. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu avant de savoir réellement si c'est une vraie info. Alors ça, on le voit bien, oui. Il y a des indices. Déjà, quand quelque chose est à la fois incohérent quand quelque chose est à la fois incohérent et trop cohérent, c'est-à-dire cohérent dans un certain système de pensée, mais incohérent avec ce qu'on sait de la réalité. Et on peut le savoir aussi parce que les fake news, comme on disait tout à l'heure, c'est des thèmes qui sont récurrents. C'est la religion, c'est le genre, c'est la santé. Donc on sait que sur certains sujets déjà, on peut avoir une oreille un peu attentive à voir certains sujets. On sait qu'ils sont propices à fake news déjà. Et puis, il y a le ton dans lequel c'est, si par exemple tout l'article, tout le propos est très indigné, sans aucun propos, ce qu'on appelle nous le respect du contradictoire, c'est-à-dire plusieurs paroles de plusieurs camps différents qui permettent de trouver le juste milieu. Ça, si ça n'existe pas, par exemple, on sait déjà que, et puis effectivement, certains sites qui sont identifiés, puis la vue, l'orthographe. Alors, il y a les fautes d'orthographe. Je pense, pour rebondir, il y a aussi une question d'émotion quand on voit qu'il y a un article. Les fautes d'orthographe, elles sont assez partagées. Ça peut. Je pense qu'il y a une question d'émotion derrière quand on voit que, par exemple, avec l'Amazonie qui était en feu, on a vu Emmanuel Macron partager une photo qui n'était pas en fait l'Amazonie en feu, mais on peut tous le faire avoir. On pourrait parler de Rouen aussi. On en parlera en toute fin d'émission d'ailleurs, vous verrez. Ces choses-là, c'est compliqué de vraiment voir la fake news derrière, parce que c'est une image qui parle à tout le monde. Quand il y a une multitude, justement, d'images, comment réagissent ces étudiants? Parce que là, on a l'impression que c'est confirmé. Alors, je vous donne un exemple. Là. On dit que sur la fabrication des futurs stades des Jeux Olympiques, il y a 2250 morts déjà, des ouvriers qui sont décédés. Je n'ai pas retrouvé l'information ailleurs. Donc pour moi, je la classe en fake news. Mais malheureusement, je la diffuse. Je la publie. Oui, avec un on dit, on dit que. Ouais. Mais tout le monde peut partager une fake news. Là, on voit, il y a une étude Ipsos qui suggérait que 30% des personnes reconnaissent avoir déjà partager une fake news. Et là, on parle que des gens qui s'en sont rendus compte a posteriori. Donc ça veut dire que le chiffre est évidemment bien supérieur. Mais de bonne foi, on peut tous partager une fake news. Déjà parce que peut-être ça flatte quelque chose qu'on croit déjà, c'est déjà nos idées, donc ça nous arrange que ça soutienne notre vision du réel. Ou effectivement parce qu'on a un mouvement d'indignation, etc. Ça peut aller vite. On ne peut pas toujours s'en rendre compte. D'autant que il y a des sources maintenant qui étaient considérées auparavant comme fiables, qui maintenant partagent des fake news. Je prends Donald Trump, c'est l'exemple typique d'une fonction dans laquelle on ne s'imaginait jamais trouver des fake news et qui maintenant fait régulièrement. Alors, on va y revenir justement sur la parole des politiques, des institutions qui sont peut-être aussi fabricants de fake news, indirectement. Oui, mais elles peuvent avoir une institution, un politique peut avoir tout intérêt avec les éléments de langage, c'est ça ? Oui, à créer sa fake news, c'est-à-dire à fabriquer sa fausse information, bien sûr, mais à la limite, pourquoi pas, il est peut-être dans son rôle quand il le fait, si ça sert ses intérêts, si pour une entreprise ça sert ses intérêts, si pour... non mais après tout, il est dans un rôle de politique. Nous, on passe beaucoup de temps à travailler à l'école de journalisme sur un site internet qui s'appelle Factoscope, qui fait du fact-checking politique, qui recense tout le fact-checking politique français et qui fabrique aussi du fact-checking original, et qui, lui, détecte sans arrêt dans le discours des politiques des choses qui sont énormes et complètement fausses parfois. Vous avez un exemple là, Nathan va vous parler. C'est vrai que ça vient souvent des extrêmes quand même, ces choses-là, mais ça peut aussi venir de l'exécutif, d'avoir des phrases sorties de leur contexte. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après, quand on contacte justement ces politiques qui ont pris la parole, on se rend compte que parfois il leur manquait certains éléments, qui sont allés peut-être un peu trop vite en besogne. Et donc parfois c'est une erreur toute bête, une erreur humaine aussi. La fake news politique, souvent, elle est un peu plus fine, c'est-à-dire on tire sur un fil du réel pour l'emmener vers quelque chose, pour l'emmener vers une conclusion tronquée. Il y a des spin docteurs derrière qui... Non mais c'est vrai, on a des faits, par exemple, on a un chiffre et on va donner une interprétation qui va complètement tronquer son sens. Voilà, donc soit on trompe avec l'interprétation du chiffre, soit on trompe avec le chiffre lui-même, et il est même assez fréquent que des politiques réutilisent sans cesse la même fausse information, le même chiffre faux qui les arrange, ou le même chiffre mal interprété qui les arrange, et qu'ils le ressortent à chaque débat politique, bien que ça ait été fact-checké par 3 médias différents. Heureusement qu'il y a des générations à venir de garde-fous là, qui sont en préparation. Je crois que l'enjeu, effectivement, est dans la formation des journalistes, mais aussi dans l'éducation aux médias. Exactement. Et ça, l'éducation nationale l'a bien compris. Elle développe de plus en plus des programmes d'éducation aux médias
médias, auxquels d'ailleurs Radio France participe, hein, même localement aussi. On travaille régulièrement avec des collégiens, avec des lycéens, pour justement apprendre à lire l'information, à la reconnaître. Et ça fait déjà quelques années que c'est engagé, et je trouve qu'on va vers une maturité aujourd'hui, notamment des adolescents, qui commencent déjà à avoir une politique de déchiffrage de l'information qui est assez rassurante. Donc alors... un certain nombre d'entre eux, mais probablement pas une majorité encore, parce que je me permets juste d'apporter un petit bémol sur les politiques d'éducation aux médias qui existent à travers le Clémy en France depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant, et le Clémy, alors c'est l'organisme qui en France est chargé de l'éducation aux médias et à l'information, EMI, voilà, le comité de liaison. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que certes, cet organisme met un certain nombre d'initiatives en valeur toute l'année dans des collèges, lycées, etc. Et les médias y participent, donc tu l'as dit. Mais simplement, ça reste un nombre assez minoritaire. Hein. On s'aperçoit quand on a les chiffres globaux sur la France que les jeunes qui passent à travers une formation de ce type-là sont quand même relativement très peu nombreux. Très peu mais nombreux. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui d'une certaine urgence, de toute façon, qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Je crois que c'est à nous, les médias, d'aller plus loin. Là, pour moi, notre responsabilité dans la fabrique des fake news, elle est là. C'est qu'on est un milieu qui est resté opaque. Avant de mettre un pied en école de journalisme, on n'a aucune idée des pratiques des journalistes, comment ils travaillent, comment ça se passe dans leur bureau, comment ils peuvent faire des erreurs aussi, parce qu'on a l'impression du coup d'une machine invisible qui flotte dans un espèce de savoir, alors que non, on peut faire des erreurs aussi. Elle défend son métier. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, non, c'est à nous, c'est une responsabilité qu'on a d'aller voir le public et de leur expliquer comment on travaille, parce que sinon ils ne peuvent pas le savoir et que partant de là, on ne peut pas se comprendre. Pour moi, c'est important. On va regarder ensemble quelques images de fake news avec la première, alors qui est un clin d'œil sur justement l'élément de langage. Macron supprime les allocations familiales. Bon, on voit bien que c'est une fake news parce que le montage photo, et je pense que là, c'est pas un média qui aurait donné cette information. Mais bon, on a quand même... Là, il y a 6 fautes dans le... Oui, alors voilà, on voit tout de suite que c'est une fake news, et puis bon, le clin d'œil qui est apparemment photoshopé. Manifestement photoshopé. On va passer à une autre. Là, alors c'est sur les occasions, parce que la phrase est sortie de son contexte. Hein. Macron supprime les allocations familiales, mais ça correspondait à autre chose. Voilà, la Grande-Bretagne envisage une peine de 6 ans de prison si on critique l'islam. Non, mais là, rien que dans les sous-titres, dictature des minorités, voilà. Voilà. C'est à dire, en fait. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est pédagogique, ce qu'on est en train de faire. C'est que, là, il faut lire en dessous, généralement, ou alors lire le texte. Mais bon, là, qu'est-ce qui reste quand on passe dessus, on fait « Oh là, que c'est quoi ce truc ?» Et c'est ce qui surprend quand même. Allez, on continue, on va en voir une autre. Alors celle-là, elle est tout à fait extraordinaire parce que c'est pas finalement une fake news, c'est un détournement d'image. Alors, on est quelques jours avant le 17 novembre. Et les Gilets jaunes diffusent cette image. Alors, eux, les avocats étaient en grève, souvenez-vous. Et ils avaient mis des Gilets jaunes pour faire un clin d'œil au président de la République. Mais finalement, ils disent, les Gilets jaunes, si vous avez besoin d'avocats gratuits pour vous défendre, c'est possible. Allez, on continue justement sur les Gilets jaunes. Ne lâchez rien de la gendarmerie. Et en fait, bien ça va. Voilà. Là, on retrouve que les gendarmes sont avec nous et qu'ils vont nous aider, les policiers aussi, sur les Gilets jaunes, mais en fait, ça n'a strictement aucun rapport. C'était vraiment pour les problèmes de suicide dans les commissariats, les problèmes de difficultés qu'ils connaissent de gendarmerie ou commissariat. Allez, on continue encore à se faire plaisir. Alors, cette photo, bonjour, hashtag Emmanuel Macron, avec... En haut, on lit ce qu'on peut lire. Juste pour en avoir le cœur net, combien voyez-vous de Gilets jaunes sur cette image ? Cette image, elle n'est pas du tout du 17 novembre 2018. Elle est 3 ans auparavant en Allemagne. Voilà. Et ils avaient manifesté avec des Gilets jaunes parce que je crois que dans leur entreprise, c'était un moyen aussi l'idée des Gilets jaunes était déjà là. Et puis je crois qu'on en a encore une et dernière. Alors celle-là, je la trouve extraordinaire. Breaking news. Hein, voilà, Apple change de nom. C'est le 1er avril. C'est un 1er avril. C'est le 1er avril, oui. Alors, justement, merci en tout cas de nous avoir diffusé ces images. C'est un 1er avril, justement. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y en a quand même qui s'amusent et qui jouent avec les faits ? Il y a des joueurs quand même. Puis il y a par exemple, il y a le site Gorafi qui joue avec sûr. ça. Et...
Ouais, il y a des joueurs, je pense, ils savent très bien qu'il y a une population derrière qui va suivre ces rumeurs et ils en jouent. C'est vrai qu'on puisse encore avoir de l'humour, c'est plutôt rassurant. Le problème étant, est-ce que le site se présente clairement comme humoristique ou non? Le Gorafi, par exemple, le déclare partout sur ses biographies Twitter. On trouve partout que c'est un site parodique, c'est affiché en une du site. C'est pas le cas de tous les sites parodiques. Et c'est vrai que là, on se demande quelles sont leurs intentions. Si c'est juste pour se marrer, heureusement qu'on peut encore, quelque part. Oui, la difficulté, c'est qu'en fait, c'est le cheminement par lequel on se retrouve confronté à ce genre d'informations. C'est-à-dire que la personne qui consulte son smartphone, puisque c'est à peu près comme ça que ça se passe le plus souvent, elle va arriver sur ces articles via des réseaux sociaux. Elle ne va pas arriver, elle va pas aller consulter un site en disant tiens là je vais voir un site parodique, là je vais voir un site d'information, et puis ensuite j'irai consulter un site spécialisé. C'est partagé. Ben oui. Donc en fait, tout arrive dans un même fil d'actualité, sur son compte Facebook. Voilà, on va suivre tout ce à quoi on est abonné et tout va arriver un peu en vrac, tout ce qui a été partagé aussi par les amis, les proches et tout ça. Et au final, quand on lit l'information, il faut faire un effort de dire par quoi elle m'est arrivée, par qui d'abord, et puis par quel site elle m'est arrivée. Et de ce fait, est-ce qu'elle est crédible ou pas? Est-ce que ce site, je le connais ou pas, etc. Et c'est en ça qu'on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation aux médias, c'est que si on n'a pas un référentiel suffisamment solide, il est quasiment impossible. On est professionnels. Donc la tâche est énorme. Oui, bien sûr que la tâche est énorme, mais simplement, quand on a quelques repères, on pourrait imaginer que si le grand public avait quelques repères et globalement quelques repères solides, il se dirait, bon, ça, est-ce que finalement, ça a été traité? Il faut souhaiter plus d'émissions, plus de papier sur les faits. Non, mais c'est vrai, il y a des outils en plus qui existent, mais voilà, que le grand public ne connaît pas forcément. Je pense au Monde qui a mis en place un petit moteur de recherche qui indique est-ce que tel site est fiable ou pas. Ils en recensent de plus en plus. Voilà, des codex, exactement. Après, je pense que ça va prendre encore beaucoup de temps parce que là, on voit dans les commentaires des articles de fact-checking, de Libération ou du Monde, les commentaires eux-mêmes sont des fake news. Les gens ne lisent pas forcément l'article, ils voient le titre et puis ils continuent de propager la fake news qui est démentie. Oui, parce qu'ils voient la photo, boum, partage. Voilà, c'est le titre, la photo, boum, je partage. Donc ça va prendre du temps. Alors, on va regarder, on va y revenir. On va regarder tout de suite un autre extrait du film de Stéphane et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cet extrait. Au cœur des systèmes d'information modernes, les agences de presse centralisent les nouvelles provenant du monde entier. Au milieu de ce déferlement d'infos, comment faire la part des choses et déceler l'intox, la fake news? À l'agence France Presse, une cellule baptisée Factuel traque et débusque la fausse information. Des cas comme la rumeur d'Orléans, on peut retrouver les mêmes mécanismes aujourd'hui, mais là où c'était resté cantonné manifestement à Orléans, ça prendrait de l'ampleur en France, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'ubiquité. On touche tout le monde. Si vous prenez l'incendie à Notre-Dame, il y a eu énormément de théories, de rumeurs, des théories du complot, comme quoi ça serait un incendie volontaire, que ça serait des musulmans, des islamistes, etc., qui ont mis le feu. C'est intéressant de noter, on a beaucoup travaillé à l'AFP là-dessus, c'est intéressant de noter que la plupart des rumeurs sont venues de l'étranger, et notamment via l'extrême droite américaine, par exemple, qui tout de suite a relayé des théories qui ensuite sont reprises en France. Donc on a vraiment un écho aujourd'hui qui dépasse les strictes frontières physiques, même culturelles, même linguistiques. Aujourd'hui, il y a une espèce d'international de la désinformation, où des gens qui ont les mêmes intérêts se retrouvent et finalement permettent à la fausse information de véhiculer à une vitesse extraordinaire. L'international de la désinformation. Alors, si j'ai choisi cet extrait, c'est pas très très gentil. Parce qu'on va revenir sur l'affaire, et je voulais qu'on l'évoque parce que l'actualité nous a fourni un élément, non pas de langage, mais de discussion, il y a quelques jours, c'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et si j'ai choisi l'AFP, c'est parce que c'est les premiers
en tout premier et qui lance une information en disant que Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté. Alors, le Parisien, lui, il y va franc jeu à 23h30, Dupont de Ligonnès arrêté, c'est clair, machin. Là, on va parler ensemble de l'emballement médiatique qu'il y a eu au milieu de tout ça, et on va tenter de donner des explications. Je voudrais qu'on revienne sur celle de la une de la Dépêche le lendemain matin. Alors, la Dépêche, celle du midi, bon, je ne vais pas me faire des amis. Donc, Dupont de Ligonnès, fin de cavale, point barre, soupçonné, il rappelle les faits. L'homme qui avait changé d'apparence, c'est extraordinaire, l'homme qui avait changé d'apparence a pu être repéré grâce à la coopération des policiers français et écossais et a été trahi par des empreintes digitales. Il doit être rapatrié dans l'Hexagone pour s'expliquer sur la tuerie. Voilà, c'est quand même affirmé. Là, il y a un emballement. Là, on est dans la fiction, là. Oui, non, mais ce sont des journalistes, quand même. Non, mais c'est un peu terrible. Moi, je pense aux confrères du Parisien, parce que la Dépêche, je ne sais pas comment ils ont travaillé, mais le confrère du Parisien, il se trouve qu'il s'est expliqué depuis, et il avait recoupé quand même un certain nombre de sources, et des sources officielles. C'est-à-dire que je me mets à la place des journalistes qui a 4 ou 5 institutions judiciaires ou policières ou proches des sources qui lui disent oui, n'importe lequel d'entre nous aurait sorti l'article, je pense. Et après, c'est l'effet d'entraînement, parce que les médias, on le disait, on a plus tendance à savoir à quel site on va faire confiance, sauf que voilà, si 3 sites auxquels on fait confiance ont vérifié l'info, derrière, on va considérer que c'est à peu près acquis. Enfin, je dis on de manière globale, mais ça va considérer que c'est à peu près acquis, et ça s'emballe comme ça. Et malgré tout, le problème, c'est que une fois que c'est dit, c'est dit, quoi. C'est plus qu'un emballement. C'était. Enfin, des sources, comment vous l'avez vécu, vous des sources susceptibles de confirmer cette information, je pense qu'il n'y en avait quand même pas 50. Et donc, je veux bien croire qu'au Parisien, on en ait eu plusieurs, mais elles n'étaient certainement pas toutes très proches du dossier, parce qu'il suffisait peut-être d'aller voir du côté de Nantes les propos du procureur, qui était quand même un peu plus sur la réserve que tous les autres. Et lui, a priori, pas grand monde l'a appelé avant de faire sa une. Donc, je crois qu'après, il y a sources et sources, il y a des méthodes de travail, il y a une urgence, il y a une pression des équipes, sur les équipes rédactionnelles auxquelles on demande d'être dans la course à l'info aussi, de ne pas être le seul journal qui, le lendemain, ne fera pas sa une sur l'information qui sera l'information principale ou qui serait l'information principale. Et cette course à l'information, elle a existé depuis toujours. Donc, c'est pas nouveau qu'il y ait des erreurs dans la presse. Regardez, moi, là, j'ai sous les yeux la République du Centre, pour les confrères, qui disent c'est la une du lendemain. Bon, il est juste en haut, ici. C'est pas en première page. Xavier Dupont de Ligonnès arrêté en Écosse après 8 ans de passé en fuite. Il y a les réflexes de après, prudence. je sais pas si vous avez remarqué, sur les chaînes info, il y a eu les points d'exclamation. Après, il y a eu les points d'interrogation. Alors, édition spéciale, après, il y a eu les points d'interrogation, et après, il y a eu le doute. Est-ce bien l'homme ? Comment peut-on en arriver là ? Et là, on va parler des chaînes info. Il y a le réflexe de prudence vers la tentation du scoop, en fait. Enfin, on est sans vouloir excuser en rien l'emballement médiatique qui s'est passé, qui n'aurait pas dû se produire de toute façon, mais c'est vrai, il y a une certaine pression, parce qu'aujourd'hui les médias se font concurrence, c'est difficile de faire vivre un média, c'est très difficile, il y en a qui se créent, il y en a qui meurent très vite. On a cette pression d'être le premier à être lu, d'être celui qui va apporter ce que les autres journaux n'apportent pas, et des fois, on s'engouffre dans cette brèche-là, et malheureusement, il n'y a pas de retour. Et c'est vrai que c'est un défaut médiatique qu'il faut absolument essayer de résoudre. Après, par où tirer le premier fil de la résolution, c'est compliqué. Alors, honnêtement, entre vous et les téléspectateurs et les invités sur le plateau, quand vous avez vu l'annonce, doute ou pas doute ? Ah non, pas doute. Une fois que j'ai vu l'annonce sur France Info, Le Monde, Le Parisien, non, pas doute. Oui, parce qu'il y a aussi... Pardon, je voulais pas... Non, pas doute au départ, mais par contre, de gros doutes le lendemain matin. Quand effectivement... Europe 1... Même à minuit, ça commençait déjà... quand Europe 1 sort le témoignage du voisin, etc., et que pendant toute la matinée, sur les chaînes d'information continue, on continue finalement de croire à l'arrestation après, il y a eu le coup des empreintes. Là, de gros doutes. Et puis, là, une fois de plus, le constat que la mécanique de l'information continue qui oblige à nourrir des heures et des heures d'antenne piège forcément à un moment les journalistes. Oui. Alors vous il y a quand même, ce qu'on observe à chaque fois, qui est quand même un peu problématique, c'est qu'il y a effectivement les médias qui, dans ce cas-là, se mettent à vérifier, à revérifier par eux-mêmes l'information et disent c'est vrai, c'est sorti là, mais on va faire notre travail de vérification. Et puis il y a le suivisme.
Il y a le suivisme. Parce que le SNJ, le Syndicat national des journalistes, a appelé cette semaine le panurgisme, en fait, des rédactions. Parce que, parce qu'en fait, à un moment donné, on observe les autres, puis on dit, mais on est tout seul à ne pas l'avoir sorti. Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? Mediapart, ils ont fait comment? Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais c'est vrai et que je suis le seul à ne pas l'avoir sorti? C'est vraiment, c'est plus cette peur-là qui anime les rédactions à ce moment-là. Pour revenir sur la PQR, la Provence est le seul à avoir mis un point d'interrogation après le arrêté. Ils ont dû boucler un peu plus tard, donc ça explique aussi pour le coup de bol. Mais imaginons, il avait vraiment été arrêté, ça aurait été les seuls à avoir dit. Donc une question sur cet emballement médiatique. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu, à nouveau, je dirais, ridiculisé? Dans l'esprit du public, c'est certain. C'est certain, les gens le voient comme ça. Il y a une partie parce qu'on n'a pas forcément idée de comment un journaliste doit travailler. Là, en l'occurrence, le recoupement des sources, on ne peut pas forcément s'imaginer. Mais il y a une partie où c'est logique. Enfin, évidemment, c'est ridicule, cet emballement où tout le monde se tient la main, c'est ridicule. Après, je trouve qu'il y a du positif derrière, c'est que du coup, les journaux ont pu expliquer, ils ont été transparents là-dessus, tous, le lendemain, le Parisien, et ils ont pu vraiment expliquer tout le travail de source derrière, où ça a fauté. Et on se rend bien compte que c'est ils sont peut-être allés un peu trop vite. Mais... Cela étant, c'était un petit peu drôle quand même le lendemain que tous les directeurs de chaîne ou rédacteurs en chef disaient on n'a pas été bon, c'était pas bien, c'était affreux. Oui, puis c'est pas la première fois, ça sera sûrement pas la dernière tant que les règles resteront celles-ci. Peut-être pas la dernière sur Xavier Dupont-Ligonnès d'ailleurs, on pourrait très bien revenir. Mais on a une problématique nous dans la profession. On ne sait pas où il est encore, est-ce qu'il est. Ça, on ne sait pas où il est. Surtout que derrière, il y a aussi ce phénomène de dépendance d'AFP dépendant. Oui. Alors l'AFP dépendant, ça ce serait un vaste sujet et c'est vrai que l'AFP, ça a valeur de... décret officiel. Si c'est l'AFP, alors, on ferme les yeux, on y croit. Penser que c'est vrai. Oui. Voilà, mais bon. Après, il y a les autres agences de presse qui travaillent aussi beaucoup. Avant de se quitter, je voudrais vous demander, parce qu'il y a eu Rouen avec le nuage toxique, machin. Et là, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'images qui sont passées. Et comme quoi, il y a des gens qui ont de l'humour, même dans des fake news. Je voudrais que l'on regarde ensemble ce petit extrait que j'avais repéré sur vidéo. Regardez, écoutez, on en parle après. Je vais vous prouver par A plus B que les médias disent n'importe quoi. Regardez la qualité de mon eau. Bon, après, moi, j'habite pas à Rouen, j'habite à La Rochelle, alors... Voilà. Vous avez entendu ce qu'il dit au début? Oui. Que les médias disent n'importe quoi. Mais il y a ça, il y a maintenant ce grand élément de langage qui est les médias. Je veux dire, comme si BFM et la Provence travaillaient de la même manière, ce qui est pas exact non plus. Mais oui, avec cet effet d'entraînement, cet effet de cercle, il y a forcément une certaine classe médiatique qui est très, très diverse au final, très hétérogène, mais qui se retrouve dans certains travers aussi. Et... Est-ce que, partout. Laurent, je vais vous poser cette question-là. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y aura cette période de fake news, de désinformation, de prise d'information, de vouloir s'approprier l'information et qu'à un moment ou à un autre, on va être obligé d'abandonner ça parce que plus personne ils ne seront plus crédibles et seuls les médias qui resteront seront crédibles? Alors ça, miser là-dessus, ça me semble un petit peu risqué. À moins, encore une fois, à moins d'avoir été en mesure d'éduquer le plus grand public à l'usage des médias et à l'usage des réseaux sociaux et à l'usage du web. Très bien. Merci à tous les quatre d'avoir collaboré à cette émission. On a appris des tas de choses et je vais essayer de ne plus partager trop de fake news. La prochaine fois, dans le grand débat du doc, nous parlerons du jaune en colère, la colère jaune exactement, et nous aurons un grand débat du doc avec des gilets jaunes, un an après, qui sont toujours dans l'action, et ce seront particulièrement des femmes qui viendront parler sur notre plateau. À très bientôt, portez-vous bien.